Alors, mes amis, permettez-moi d'entrer de jeu, n'est-ce pas, que l'on parle des formes d'entreprise, les formes juridiques d'entreprise. C'est très important. C'est le point de départ, en fait, à maîtriser pour l'entrepreneur. Si un entrepreneur veut mettre une initiative sur pied, il faut déjà qu'il sache dans quel registre est-ce qu'il va jouer. Est-ce que c'est une société commerciale? Est-ce qu'il va pour une forme associative? Parce qu'une association ou une forme associative peut porter une initiative entrepreneuriale. Une association, une ONG, une OSP, et j'en passe. Ou est-ce qu'il est sur des formes assimilées aux formes commerciales, à savoir les sociétés civiles, par exemple? Donc, il faut d'abord maîtriser la forme, n'est-ce pas, dans laquelle on veut se déployer. C'est très important. Chaque forme ayant ses spécificités, ses particularités, ses avantages, ses limites également. Mais pour bien planter le décor des formes d'entreprise, permettez-moi de d'abord vous présenter rapidement, succinctement, les éléments en fait qui permettent de bien les apprivoiser. On va les présenter, on va les expliquer. Ça sera plus facile après pour vous de les cerner et de faire la différence entre toutes ces différentes formes et ce que vous avez à gagner. Mais ici, là, je fais d'abord cette précision sur les formes commerciales notamment. Donc, sur ces formes commerciales, il y a 6 éléments majeurs que vous devez prendre en compte lorsque vous optez pour une forme particulière. Je rappelle que les formes commerciales sont édictées par l'OHADA. C'est l'OHADA qui, par un acte uniforme, n'est-ce pas, relatif aux droits des sociétés commerciales et du JE, a pris sur lui, n'est-ce pas, ou sur elle, l'OHADA, permettez-moi, de déterminer qu'est-ce qui est forme commerciale. Mais on y rajoutera à cela l'établissement. Voilà, parce que moi, je pense quand même que l'établissement, c'est pour faire du commerce. On peut aussi considérer ça comme une forme commerciale hors OHADA. Donc, on a 6 éléments majeurs dont je vous ai parlé. Le premier élément le plus important au regard du droit, et du droit OHADA notamment, pour bien apprivoiser une forme commerciale, et je dis juste en passant, les formes commerciales OHADA, c'est la société en nom collectif, même si on ne la verra pas dans le détail parce qu'elle est très rare. C'est la société en commandite simple. Également, on va passer parce que beaucoup d'entre vous ne l'ont même jamais vu, elles n'existent presque pas. Par contre, on va s'arrêter sur la société à responsabilité limitée, la fameuse SARL, très populaire, la société par action simplifiée, la SAS. Sans doute légèrement sur la société anonyme, quoique je doute qu'un jeune entrepreneur puisse déjà monter une société anonyme, n'est-ce pas? Et enfin, le JE et l'établissement. Donc, voilà les formes commerciales sur lesquelles on va travailler. Et je dis donc qu'il y a 6 éléments. Le premier élément, et c'est sans doute le plus important, c'est le régime des responsabilités envers les dettes sociales. Le régime de responsabilité envers les dettes sociales, je répète. Alors, c'est quoi? La responsabilité envers les dettes sociales, c'est ce à quoi vous serez tenu lorsque la société aura des dettes. Il faut comprendre que l'expression sociale renvoie à société. Ça, c'est déjà, il faut planter le décor rapidement. Ce n'est pas du social dans le sens sociétal, associatif, non. Social dans l'univers des affaires et de l'OHADA, ça veut simplement dire société. Donc, les dettes sociales, ce sont les dettes portées par la société. Et le régime de responsabilité dont il s'agit ici, c'est la responsabilité qu'assume, n'est-ce pas, les associés ou les actionnaires, en fonction de la forme juridique concernée, lorsque l'entreprise est endettée et que son seul patrimoine ne peut pas supporter ses dettes. Vous êtes donc à l'intérieur d'une forme commerciale quelconque, la boîte est endettée et les créanciers se font pressants. La boîte ne peut pas dans son patrimoine supporter cela, et bien, le ou les créanciers auront le droit, après avoir mis en demeure en vain la société, de poursuivre directement les associés, de sorte à ce que ce soit chaque associé qui paye, soit uniquement ce dont il est tenu, et on parle ici de la responsabilité limitée aux apports, où un associé va payer pour l'ensemble, il va payer la totalité de la dette, avant de se retourner vers ses co-associés, de sorte à ce que ceux-ci lui restituent ce pourquoi ils auraient dû normalement payer. On parle ici de la responsabilité solidaire. C'est très important. La première, c'est la responsabilité limitée aux apports. Et si j'explique cette variante rapidement, de quoi il s'agit? Alors, on est sur un capital, admettons, d'1 million. Et moi, j'ai mis 250 000, ce qui représente 25%. Il est très important ici là de comprendre l'expression de l'apport en pourcentage. J'ai donc apporté pour 25% dans le capital de notre boîte et je suis donc copropriétaire à hauteur de 25%.
Si la boîte se retrouve endettée pour 5 millions et que la procédure dont je parlais, n'est-ce pas, de saisir directement le patrimoine des associés est lancée, si on est dans une boîte où le régime est à la limitation des apports, ben moi, je serais tenu de payer pour 25% de cette dette de 5 millions. 25%, ce qui va revenir grosso modo à quelque chose comme 1 250 000. Eh bien, s'il y a un co-associé qui est propriétaire de 30, de 40, de 50 ou de 10%, c'est pareil. Il ne devra payer que ce à hauteur de quoi on peut dire qu'il aurait bénéficié en tant que propriétaire. C'est ça la logique qui préside à la limitation aux apports. Et à côté, son pendant, c'est la responsabilité solidaire. Mais si on reprend le même exemple, même si je ne suis propriétaire dans le capital que de 25%, si on est dans un type de société où la responsabilité est solidaire, eh bien, il faut savoir que les 5 millions de dettes sociales en question, je vais être tenu de les payer intégralement, moi, en tant que co-associé. Et généralement, le créancier, qu'est-ce qu'il fait? Il va au registre de commerce, il se renseigne, il a accès à l'identité des co-associés et il peut donc faire ses petites enquêtes pour savoir qui est le plus fortuné des co-associés. Vous comprenez que si vous voulez, vous, n'est-ce pas, vous saisir du patrimoine d'un co-associé, d'un copropriétaire d'une boîte, vous allez forcément aller vers celui qui est le plus à même, le plus crédible pour vous rembourser intégralement. Il va donc aller vers ce co-associé qui, dans l'exemple que je donnais, à 25%, et ce dernier va être tenu du fait de la responsabilité solidaire qui est prévue pour cette forme de boîte ou qui peut être prévue par les statuts. Il faut voir, on va rentrer dans les détails plus loin. Et si c'est toi le co-associé, tu es tenu de payer tous les 5 millions. Il faut donc faire très attention. Une fois que tu as payé tous les 5 millions, le quart, à savoir les 25% pour lesquels tu étais de toutes les façons tenu, 1 250 000. Ok, là, personne ne te le restitue parce que tu étais tenu. Mais le reliquat, ça veut dire 3 750 000 répartis à hauteur des pourcentages des co-associés. Chacun devra te le restituer. Tu vas exercer ici ce qu'on appelle l'action récussoire. C'est donc là la différence qu'il y a entre, d'une part, le régime de responsabilité solidaire et le régime de responsabilité limitée aux apports en ce qui concerne les dettes sociales. Ça, c'était le premier paramètre. On va donc passer au second paramètre qui est le régime de cession des parts aux tiers. Donc, en ce qui concerne ce deuxième paramètre que je viens d'annoncer, le régime de cession des parts aux tiers, des parts ou des actions d'ailleurs, je vais également brièvement l'expliquer. Les parts ou les actions, en fait, c'est la matérialisation de ce que vous possédez dans une société. Ça veut dire que, je repars sur notre exemple pour qu'on reste dans la même lancée. Une boîte a un capital d'1 million et le capital est divisé en 100 parts. En 100 morceaux, il est fractionné en 100 morceaux. Chaque fraction, chaque morceau, c'est lui qu'on appelle la part ou l'action. Il peut être fractionné en 1000, je rappelle. Ce n'est qu'un exemple. Toujours est-il, le droit au WADA dit que, quel que soit le cas, la valeur nominale, minimale d'une action, c'est 5000. C'est-à-dire que, quel que soit comment vous fractionnez un capital de départ, qu'il soit 1, qu'il soit 2 millions, assurez-vous que la valeur d'un morceau, d'une fraction, donc d'une part ou d'une action, ne soit pas inférieure à 5000 francs. Donc, revenons sur l'exemple. Vous avez donc un capital d'1 million, vous le fractionnez, disons, en 100 pour faire les calculs faciles. Et ça va donner 10 000. 10 000, donc 10 000 francs va représenter la valeur d'une part ou d'une action. Vous prenez donc 25 parts, 25 morceaux de 10 000, ça veut dire 250 000. Eh bien, vous cheminez avec la boîte et à un moment donné, vous voulez sortir de la boîte. J'ai parlé du régime de cession des parts aux tiers. Parce que quand on veut sortir d'une boîte, on peut céder ses parts à un autre associé. Ils ont généralement ce qu'on appelle un droit de privilège, n'est-ce pas? Ça peut être bien marqué dans les statuts. Ça veut dire que si tu veux sortir, tu dois d'abord proposer tes parts aux co-associés. Et s'ils sont défaillants, s'ils sont dans l'incapacité, si la société ne peut racheter, alors tu auras le droit de vendre à quelqu'un d'extérieur le tiers. Mais il peut également avoir ce qu'on appelle la transmission. Ça veut dire que tes parts, en fait, au moment où peut-être tu décèdes ou tu te retires, la transmission entre vifs, donc entre des personnes qui sont en vie, mais tu le transmets à ton ascendant, ton descendant ou ton conjoint si tu es marié. Ton ascendant, celui qui vient avant toi, ça peut être ton père ou ta mère. Tu peux parfaitement donner les parts que tu possèdes dans une boîte à ton papa ou à ta maman, à tes descendants, tes enfants, tes petits-fils.
ou à ton conjoint. Très souvent également, ça c'est des régimes très libres. Dans presque toutes les sociétés, les transmissions sont libres et gratuites. Tu ne vas pas facturer de l'argent à ton père ou à ta mère. Mais par contre, quand la cession, quand la transmission, n'est-ce pas, quand la propriété des parts ou des actions va aller de l'associé en place vers un tiers, ça veut dire vers une personne qui n'était pas déjà, n'est-ce pas, au sein de la boîte, au sein des propriétaires, alors là, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que très souvent, peu importe la forme de société, ce sont les statuts qui vont régler cela. Et par moment également, l'OHADA a prévu pour certaines formes de société un régime spécifique. Vous verrez plus tard dans la vidéo. Et il faut toujours se renseigner. Il ne faudrait pas, s'il y a par exemple le régime qu'on appelle l'agrément. L'agrément, c'est quoi? C'est un régime qui veut que je m'entends avec monsieur X, je vais lui céder les 25 parts à un prix déjà convenu, l'acte est signé, je dépose l'original de l'acte au niveau de la société qui la reçoit. Cela est traité au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire et l'agrément veut que tous les co-associés, à l'exception de moi le cédant, soient unanimement d'accord pour que ma cession ait lieu. Il faut vous imaginer, vous avez pris des parts à 250 000, la société va bien aujourd'hui, vous pouvez revendre à 2,5 millions, vous avez des problèmes, vous avez besoin d'argent, et vous avez 5 co-associés. Et parce qu'un seul des co-associés refuse et qu'il n'y a donc pas unanimité de l'agrément, votre cession tombe. Il faut faire attention. Il faut toujours regarder si par exemple le régime d'agrément n'a pas été prévu dans les statuts. Si c'est carrément obligatoire dans les sociétés anonymes, rien n'empêche que cela soit mis par exemple dans les SAS ou dans les SARL. Il faut lire attentivement les statuts, c'est très important. Les gens, ils se précipitent. Ils ne regardent pas généralement cela. Et même quand ce n'est pas l'agrément, il faut voir les majorités. Il faut voir ce qu'on appelle la majorité, c'est-à-dire en assemblée générale, c'est quoi en fait la majorité de prise de décision pour que ta cession soit validée. Moi, je vais céder mes fameuses parts à M. X, mais on vous dit que ok, ce n'est pas l'agrément, ce n'est pas l'unanimité, mais qu'à l'assemblée générale, lorsque les non-cédants vont se réunir, il faut 3/4 des voix ou 3/4 du capital. Dans la SARL, c'est par exemple 3/4 du capital si les statuts n'ont rien dit à propos. C'est pas rien. S'ils sont 5, il faut quand même faire 3/4. 3/4 du capital, ça veut dire que entre eux, il faut faire quand même 75%. Il faut donc voir le rapport de force et des parts. Si rien que quelqu'un là-bas possède déjà la moitié des parts, s'il est contre, ça tombe. Oui, si entre eux, une seule personne possède la moitié, les autres possèdent juste des résidus, vous comprenez un peu le scénario. Mais celui qui possède la moitié, dès lors qu'il refuse, vous ne pourrez pas faire 3/4. S'il est contre votre cession, il vous bloque. Et c'est statutaire. C'est compliqué. Entrer, c'est facile. La société veut de l'argent. On vous fait entrer. Mais sortir, quand sera-t-il? Il est très important de vérifier ou de demander à votre conseil de bien s'arrêter dessus. Lorsque je voudrais me retirer, c'est quoi les modalités prévues pour sortir de la société? Est-ce que quand tu vois la configuration actuelle, ça sera facile? Et est-ce que si demain des nouveaux associés rentrent, le schéma va rester de sorte que je puisse sortir facilement? Parce qu'il faut pouvoir sortir aisément. Et encore, ça c'est la pensée de l'associé. Toi qui es le promoteur de la boîte, tu ne veux pas forcément que des gens rentrent et sortent tout le temps. Toi, tu peux avoir intérêt à mettre des statuts qui vont un peu visser la chose, qui vont rendre cela plus difficile. Il est donc très important que ton conseil comprenne ton ambition et ta stratégie au moment où il va traiter de ce régime dans tes statuts. Parce qu'il faut penser au scénario de celui qui rentre, mais il faut penser au scénario également de la boîte lorsqu'elle est mise sur pied, que les statuts sont rédigés et qu'il faille traiter, n'est-ce pas, de cette question à l'intérieur d'un paragraphe. Ce sont les deux aspects que vous devez donc maintenir à l'esprit en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'était donc les éléments en ce qui concerne ce deuxième paramètre. On va passer au troisième paramètre, le régime des décisions collectives.